Et autre expérience tout à fait intéressante, c'est celle de Michel Laurent, qui a monté un conservatoire local et qui va donc intervenir pour montrer un petit peu cette expérience avec la précieuse collaboration d'Olivier Llobregat, l'indispensable Olivier. Bon, donc je vais commencer. Donc Michel Laurent, je pense que la plupart des personnes me connaissent ici. Je suis là pratiquement chaque année depuis le début. Pardon. Pardon. Ouais. Donc on va vous parler du travail qui a été fait depuis. Moi j'ai commencé à récupérer des vieux cépages il y a 40 ans ou quelque chose comme ça, et on continue encore. Donc au départ ça s'est fait de façon un peu empirique, et puis Olivier est arrivé, il a apporté son concours avec oui, il y a 25 ans. Donc, au départ, on a trouvé des vieux cépages, plus ou moins disparus. Et la première expérimentation qu'on a fait, c'était à partir de 2011, où on a testé les deux cépages blancs qu'on avait trouvés localement, autrement dit le 5 homme, et le FEL qui, à son homologation, est devenu félin. Donc là, maintenant, on a du 5 hommes qui est commercialisé, à petite échelle certes, et certainement du félin qui va l'être incessamment sous peu de façon anecdotique. Bon, alors... Là maintenant, pour les cépages blancs, on est à la phase de culture, si on peut dire. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, tout au moins le 5 hommes, c'était de l'expérimentation. Maintenant, on est à l'exploitation, même si c'est petite exploitation. Et donc, maintenant, on est en train de voir ce que ces cépages grandeur nature peuvent bien donner, aussi bien en qualité de vin qu'en matière de culture. Bon, par exemple, cette année, le 5 hommes, alors là, c'est le premier qui a attrapé le bidou, quoi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, chaque cépage, il a ses propres caractéristiques et on a besoin de les évaluer un par un pour savoir ce qu'ils ont un petit peu comme force et comme faiblesse. Il n'y a pas de cépage idéal. Hein, donc... Absolument pas. Donc là, on peut en planter, certes, mais il faut quand même être prudent et savoir les risques que l'on prend, quoi. En matière de qualité de vin, j'en amènerai certainement demain. S'il y en a qui veulent le goûter, il n'y a pas de problème. Bon, par contre, le FEL, on sait qu'il est beaucoup plus résistant aux maladies, qui peut faire des degrés élevés, des vins assez ronds. Et donc là, tout à fait de façon anecdotique, on va certainement commencer à commercialiser quelques bouteilles. Alors, on n'a pas répété, hein, alors ça, simplement, voilà, aussi en guise d'introduction, moi, ce que j'avais prévu de vous dire, c'est qu'effectivement, depuis donc Michel, 40 ans, et moi un peu moins longtemps avec lui, on s'est beaucoup intéressé à tout ce qu'il y avait dans le Nord Aveyron, parce que y a plusieurs raisons. D'abord parce qu'on a un relais local ici qui est très actif et qui connaît beaucoup de monde et qui inlassablement nous signale des parcelles en friche, des anciennes parcelles, des endroits où on peut pas rentrer parce que c'est des jardins particuliers au milieu de forêts, des collines de sable avec une parcelle avec 30 cépages dessus, etc. Enfin bon, des tas de choses très très riches. J'ai pas fait le compte de tout ce qu'on a trouvé depuis 25 ans, mais on a dû dépasser les 200 cépages. La dernière fois que j'avais compté, on était à 150. Alors bon, depuis, on en a trouvé pas mal. Donc, dont certains, sont vraiment autochtones au Nord Aveyron. Voilà. Alors, juste pour très rapidement dire que moi, bon, dans mon travail sur le Sud-Ouest, je m'acharne à recenser les variétés locales dans les différents bassins empélographiques, c'est comme ça que j'appelle les endroits où on a un petit peu des regroupements dans le Sud-Ouest. Alors,
Juste pour dire, bon, je ne vais pas tout détailler, moi sur le grand sud-ouest, donc le quart géographique, parce qu'on peut définir le sud-ouest de plein de façons différentes, vous voyez, c'est le nombre de cépages qu'on peut qualifié de historique, traditionnel, etc. J'aime pas trop le terme autochtone, parce qu'autochtone, ça renvoie toujours à un endroit de naissance, et l'endroit où le premier pépin est né, qui a donné tous les effectifs du cépage, en général, on le connaît pas. Par contre, on connaît les zones où ils se sont anciennement disséminés, cultivés depuis très longtemps, où ils ont fait des enfants, etc. Donc, il se trouve que, vous voyez, à peu près 150 cépages dans le sud-ouest, dont, le plus gros bassin, c'est les Pyrénées, les piémonts pyrénéens, des lieux de passage, les chemins de Saint-Jacques, enfin, il y a beaucoup de raisons. Le grand bassin hydrographique de la Garonne et de ses affluents, avec énormément de cépages aussi qui ont voyagé par cette voie de circulation, probablement. Et vous voyez qu'il y a ce que j'ai appelé les contreforts un peu du Massif central, c'est principalement le Nord-Aveyron, un peu la Lozère, où on a recensé 17 cépages qu'on n'a quasiment pas retrouvés ailleurs, quasiment pas. Des fois, il y en a un qu'on a retrouvé de façon anecdotique, mais en général, ils sont vraiment restés à cet endroit-là. Donc on a vraiment un pool génétique original qui est originaire de cette région, en particulier du Nord-Aveyron. Voilà. Et c'est ça, c'est là-dessus, et on s'acharne à essayer de voir s'il n'y en a pas encore quelques dernières cartouches qu'on n'a pas identifiées dans ces vieilles parcelles, qu'on pourrait ramener en collection. Et puis après, tout le processus éventuel d'évaluation. Alors, ce qu'on a choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est la conservation et l'évaluation d'un certain nombre de cépages rouges. Après la première phase où il y a ces 2 cépages blancs qui ont été expérimentés, dont le Félène qu'on a inscrit maintenant il y a 2 ou 3 ans au catalogue, qui est vraiment qui a des atouts dans le cadre du réchauffement climatique. Là aujourd'hui on a été un peu freiné par des problèmes sanitaires pour la multiplication, toujours ces fameux problèmes sanitaires, mais bon, on rebondit et on installe des parcelles de multiplication qui vont permettre d'en avoir un petit peu à disposition très bientôt, on l'espère, voilà, parce qu'il y a un petit peu de demande, et c'est vrai qu'on a quand même, même au niveau de petite vinification, obtenu des produits assez bluffants en termes de richesse, de qualité. Voilà. Donc hop là, je reviens en arrière. Voilà. Donc voilà, les cépages, alors je vous ai dit, il y en a 17, alors on peut juste les nommer, on va pas en parler et les décrire un par un. Mais donc 13 cépages noirs et 4 cépages blancs qu'on a retrouvés quasiment exclusivement dans l'Aveyron. Alors certains sont inscrits au catalogue, vous en avez sur cette liste de 13, il y en a 2 qui le sont, sur le Mouissaguès et le Négré de Bagnard. Négré de Bagnard qui est un descendant de Fer et de Mansin-Noir, là on a toute la généalogie, Fer croisé avec Mansin-Noir. Alors où est-il né ? Ça, on ne sait pas trop. En tout cas, il s'est développé, on ne l'a trouvé que dans l'Aveyron. Et de façon anecdotique, j'ai trouvé une souche de Négré de Bagnard en Treille, dans un petit village juste à côté d'Aurillac. Voilà. Bon. Et à la dernière prospection, on a trouvé une. Si, à Espéirac. À Espéirac, on en a retrouvé aussi. Oui, effectivement, dans une parcelle ancienne, un jardin familial où il y avait entre autres effectivement du Négré de Bagnard. Voilà, mais à part Estin, il s'est pas beaucoup replanté ce Négré à ce jour. Mais ces 2-là sont inscrits au catalogue et tous les autres, les 11 autres, sont pour l'instant des cépages de collection, etc. Le deuxième rideau des cépages français. Alors le Tarabassier, le Malpais, le Barral et le Gros Mansois. On en parlera un petit peu de ces 3-là. Le Valdiguier-Pissaire, alors lui, petit point d'interrogation sur son origine, parce qu'il a été retrouvé un petit peu, on a retrouvé un peu dans l'Aude, j'en ai trouvé une souche ou 2 dans le Gers, donc celui-là, on ne sait pas trop, c'est un cépage très mystérieux. Bon. Le Moural, le Négré de la Canourgue, Négré du Tarn, donc le Tarn, mais le Tarn qui traverse aussi une partie de l'Aveyron, le fleuve Tarn, enfin le fleuve, la rivière, le Brinque qui a pris le nom de Massirard aussi également, enfin c'est 2 synonymes, plan d'Imperse, il y a 2 plans qui ont été retrouvés, 2 cépages qui ont été retrouvés sans nom dans les parcelles. Donc Imperse, c'était le lieu-dit là où il a été trouvé, donc on l'appelait le plan d'Imperse. Et un inconnu qui a été trouvé, ramené par Lavignac, Guy Lavignac, ampélographe, ancien chef de centre de l'IVCC et de l'ONIVIN, qui a été ramené dans le conservatoire de Mons, qui est dans le Gers. Donc on l'appelait l'inconnu de Mons, mais qui provient de l'Aveyron. Voilà. Ça, c'est nos 13 cépages noirs aveyronnais, et les 4 blancs, il y a déjà le Saint-Côme et le Félène. Un autre cépage ramené par Guy Lavignac, de l'Aveyron, et qu'on n'a jamais retrouvé au vignoble depuis. Il faut rendre hommage à Guy Lavignac de nous avoir laissé un ouvrage sur les cépages du Sud-Ouest, mais surtout des collections, sur lesquelles on a pu retravailler derrière avec les moyens modernes, en particulier les analyses génétiques. Donc un cépage s'appelle le Bernadou, et un autre que j'avais trouvé de façon complètement opportuniste dans une vieille vigne, presque à la veille du jour où elle a été arrachée, à Villecontal, qui est un cépage blanc,
et qui s'est avéré inconnu et que bon, on l'a appelé l'inconnu de Villecontal pour l'instant. Voilà 4 variétés blanches. Les 2 premières, Saint-Côme et Félène, qui donc font partie du catalogue. Voilà. Et après, je vais repasser la parcelle à Michel Laurent, la parcelle. Ouh là là. La parole à Michel Laurent pour parler de cette parcelle d'essai donc qu'on a implantée très récemment, je ne me rappelle plus la date. 2017, voilà, et sur laquelle on a cette parcelle qui a été inclue dans un vaste programme d'évaluation. On a 3 parcelles comme ça dans la région, où l'objectif c'est d'évaluer en tout, je crois, 25 cépages qui sont pas inscrits au catalogue, à chaque fois avec des témoins qui sont connus, et ben, dans l'idée de mettre entre les mains des vignerons des différentes appellations, de dire ben, voilà nos résultats, voilà les vins, et s'il y a des cépages qui semblent avoir des caractéristiques intéressantes au niveau gustatif, au niveau cycle phénologique, au niveau adaptation générale aux évolutions climatiques, et ben, ça leur donne la possibilité d'avoir quelques références pour s'en emparer. Voilà l'idée de ce programme. Donc cette parcelle de l'Aveyron que la famille Laurent a bien voulu accueillir sur son vignoble, parce qu'il faut trouver des implantations aussi pour les planter, ces parcelles d'essai. Il faut qu'on travaille en collaboration avec la viticulture. Voilà, ben je te laisse en parler. Pardon. Oui, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, bon, le conservation, on vient d'en parler. Alors, il y a une chose qui est importante dans nos prospections, là, et on s'en aperçoit depuis 2 ou 3 ans, c'est que on fait des prospections dans le Nord-Aveyron et la vallée du Lot en particulier. Pourquoi la vallée du Lot? C'est que on trouve des vignes familiales qui datent depuis je ne sais pas combien d'années et qu'on ne trouve plus dans des coins comme Marcillac où la vigne a été cultivée, ça a été arraché au fur et à mesure. Et une chose importante, c'est que dans le Nord, notamment autour d'Entrailles, on trouve des terrains granitiques. Et l'intérêt des terrains granitiques, c'est des terrains sableux. Et on a trouvé plusieurs parcelles où on a trouvé des vignes, des souches, pas toute la vigne, mais des souches fraîches de blé. On a 2 ou 3 là. Et peut-être qu'on en trouvera d'autres. Et ça, souvent, c'est trouvé par hasard, quoi, parce qu'un tel nous a dit il y a une vigne à tel endroit. Ah, finalement, c'est une vigne. On allait chercher du Saint-Côme, finalement, on a trouvé du Saint-Pierre doré. Et puis, en regardant à côté, on a trouvé tout un tas de cépages qui ont été prospectés par comment il s'appelle, Boursico. Et bon, on a rien trouvé de nouveau, mais on a trouvé les vieux cépages qu'on connaissait déjà. On les connaissait quand même déjà. Voilà, bon, donc, dans les variétés rouges autochtones, depuis le brun, le malpais, le moussaguet, le starvacier. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que sur la collection, il y a 5 ou 6 cépages qui sont des descendants du fer, soit fils, soit petit-fils. Donc ça veut dire tout simplement que le fer est dans l'Aveyron, tout au moins dans les autres, parce que le sud d'Aveyron c'est totalement différent. Le fer est là depuis très longtemps. Donc, alors, qu'est-ce qu'il y a? Alors, on va passer la liste en revue, mais c'est vrai que voilà, les deux idées, c'était à la fois de réévaluer certains cépages autochtones qui n'avaient pas du tout été jusqu'à présent significativement replantés et évalués, et effectivement de donner une chance, d'étudier, étant donné que même si l'Aveyron n'est pas la première ligne face au réchauffement climatique, hein, jusqu'à présent, bon, ben, l'Aveyron c'est quand même relativement épargné, même à la limite il y a certains effets, on peut dire bénéfiques sur les maturités, etc. Hein, du fer qui est un cépage tardif. Donc bon, c'est pas aujourd'hui le vignoble le plus impacté par les épisodes massifs de sécheresse, de chaleur, etc., qui impactent le végétal. Par contre, il faut toujours travailler aussi pour l'avenir, pour la diversification, etc. Et donc le fer, donnant quand même satisfaction depuis un certain nombre de siècles dans le vignoble, il a fait souche dans tout le sud-ouest, il a un certain nombre de descendants,
Et donc l'idée, c'était aussi d'étudier ces descendants, même si ils sont pas inféodés au vignoble de l'Aveyron. Donc ils ont, voilà, vous allez voir quelques schémas de parenté tout à l'heure. Donc l'idée, c'était de regrouper ces cépages noirs aveyronnais inconnus jusqu'à présent et les descendants de fer, même s'ils venaient un petit peu d'autres régions du sud-ouest. Mais c'est toujours du sud-ouest parce que le fer, c'est vraiment ce qu'on dit le trait d'union ampélographique entre les vignobles du sud-ouest. On l'a retrouvé à peu près partout dans le grand sud-ouest et c'est quasiment le seul dans ce cas-là. Voilà. Donc voilà, alors bon, l'idée c'était d'avoir suffisamment pour nous faire des vinifications significatives, 50 kilos, hein, pour nous c'est une vinification significative, c'est 50 à 70 kilos, on est équipé, on maîtrise bien les process, on arrive à faire des vins très corrects avec cette quantité-là, parce que c'est de la technique, on va pas s'y attarder. Évidemment, test sanitaire, ça on a suffisamment insisté, je n'empêche pas de temps en temps d'avoir des pépins, mais bon, l'idée c'est de s'en épargner le plus possible. Donc, au total, 15 cépages, dont le fer pris comme référence. Voilà, je continue pour les... Oui, ouais. Donc voilà, quelques exemples, enfin non, on va tous les voir. Donc le fer, marié avec le prunelard, on peut dire ça comme ça, a un descendant qui s'appelle le négral. Donc évidemment, alors en bleu, c'est les cépages qui sont dans la collection, hein, qui ont été implantés. Donc le fer et le prunelard ont été implantés. Aussi en termes que de géniteur intéressant, le prunelard. Donc le fer a avec le Tchakoli, qui est un descendant, enfin qui est directement apparenté au Cabernet Franc. Je ne sais pas dans quel sens est la parenté. Ce fameux Tchakoli qui s'appelle Ondarabi Belsa au Pays Basque, espagnol. Pardon. Donc, eh bien, il y a ce cépage gros Cabernet qui a été retrouvé plutôt dans la région bordelaise, bien qui est issu du croisement de ces deux cépages. Le fameux Négré de Bagnard issu du croisement avec le Mansin Noir, et deux cépages. Enfin, il y en a 3 en tout, mais il y en a un qu'on n'a pas pu rentrer parce que pour l'instant il est en cours d'assainissement, on ne l'a trouvé que malade. On s'est rendu compte qu'avec un cépage mystérieux qui s'appelle le Caours, qui était présent comme ça dans une ancienne collection qui a été récupérée par le domaine de Vassal, eh bien le croisement fer avec ce mystérieux cépage Caours, dont on ne sait pas d'où il est vraiment venu, mais avec le nom pareil, on suppose que c'est peut-être du Lot, eh bien il y a 3 descendants, dont 2 qu'on a pu mettre dans cette collection, c'est le Malpais, le Barral et le Gros Mansois. Donc il y a une fratrie de 3 frères qui descendent d'un même couple, fer-Caours. Ah. Le gros Cabernet, donc c'est croisé avec le Camarao Noir, qui est un cépage du Piémont pyrénéen, pour donner le Casse-tête, qui est inscrit au catalogue, qui à ce jour est en expérimentation à Bordeaux, qui est un cépage qui fait aussi une belle carrière dans la Rioja, en Espagne, sous le nom de Maturana Tinta de Navarrete. Cépage très qualitatif, on peut le dire. Voilà. Donc on a installé là-dedans le fer, le prunelard, le Négré de Bagnard, le gros Cabernet, le Négral, le Malpais, le Barral et le Casse-tête pour les descendants du fer. Ensuite, les cépages aveyronnais, le Négré du Tarn, le Moural, le Négré de la Canourgue, le Brinque, le Tarabassier qui est directement apparenté au Mouissaguès, 2 cépages de la zone, et un qui est complètement à part. À ce jour, on n'a pas de descendants, on n'a pas de parents, etc., qui est ce fameux Valdiguier-Pissaire, aussi un petit peu, à la trajectoire un petit peu mystérieuse. Voilà. Donc voilà, bon, quelques relations de parenté avec des cépages du sud-ouest. Donc tout ça, bien, ça a été implanté. Ah, ça c'est le schéma de Michel, on l'expliquera. Oui, ça va être un peu petit. Ouais. Donc c'est difficile parfois parce que bon, les parentés se croisent dans tous les sens. Un cépage, à partir du moment où il est multiplié, il est immortel et il peut se remultiplier, se recroiser avec un arrière-petit-fils, etc. Enfin, les arbres généalogiques parfois sont un petit peu complexes et un peu incestueux, faut le dire, à représenter qu'en termes de cépage. Donc du coup, c'est pas évident de mettre ça sur des beaux diaporamas. Tu es obligé de faire des choses un petit peu partielles pour expliquer les choses. Voilà. Donc cette parcelle, on est à la 2e année d'évaluation. Hein, donc 50, enfin un peu moins de 50 souches par cépage. Tout a été vinifié en 2022. Alors on n'a pas eu de chance parce que bon, en 2021 il y avait eu quand même moins impacté que dans d'autres endroits, mais il y avait eu une belle gelée. Ça a été un peu difficile pour remonter certaines souches qui avaient bien gelé et qui étaient très jeunes. En 2022, on a eu l'épisode de sécheresse et de canicule qui a marqué certains cépages. Alors ça nous permet aussi
nous, de faire des notations opportunistes et de dire, bon, mais celui-là, il a été vraiment le Malpais, par exemple, qui a été très impacté par la sécheresse, qui a impliqué en plus des carences en potasse parce qu'il avait une charge relativement importante, donc il a une grosse fertilité, etc. Donc ça a aggravé encore les dégâts de sécheresse. Donc bon, ça nous a permis de voir un petit peu quelques comportements en situation stressante. Bon, malheureusement, sur des vignes jeunes, ce qui est pas, bon, c'est une donnée, mais qui est peut-être pas complète, on va dire. Et bon, cette année, on a eu plutôt l'impact donc de la pluie, etc., un fort développement végétatif. Mais bon, au niveau mildiou, ça c'est, voilà, bon, correctement passé. Voilà. Donc voilà, on a prévu, bon, on a ramené ici les vins qui ont été faits, donc de 2022, donc de l'an dernier. Donc vous pourrez les goûter. Donc bon, il y a 2 bouteilles de chaque en tout, voilà. Donc à se partager. Donc, vous pourrez juger un petit peu du travail qui est fait en termes de vinification, vous faire une idée sur quelques cépages. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui ressortent pour toi Je ne les ai pas goûtés alors. Non, par contre, je voulais rajouter par rapport, c'était un peu la discussion de ce matin, les porte-greffes ou pas porte-greffes. Quel porte-greffe? Donc cette vigne est plantée sur Iparia, ça a été affiché tout à l'heure, et à côté, planté la même année, il y a du Sauvignon blanc, planté sur Iparia aussi. Donc l'année dernière, bon, le Sauvignon s'est comporté normalement vis-à-vis de la sécheresse. Les cépages qu'on a expérimentés ont plus ou moins créé la sécheresse. Par contre, cette année, il y a un effet incroyable, c'est qu'il y a quand même des cépages qui extériorise la sécheresse de l'année dernière. Autrement dit, par exemple, le Negret de Bagnères, il a fait des pousses comme ça, quoi. Alors que l'année dernière, il avait des pousses normales pour l'année. Et ça, on le voit sur plusieurs cépages. Il y en a qui se comportent très bien, et d'autres qui... Alors, on verra à l'avenir ce que ça va donner, hein, s'ils vont réussir à récupérer ou pas. Je ne sais pas, à voir. Oui, c'est ça, c'est une espèce d'observation de la résilience suite à un stress majeur, hein, puisque, comme je dis, certains cépages ont beaucoup souffert l'an dernier de cette sécheresse, d'autres beaucoup moins. Donc après, on voit aussi, on mesure et on note la capacité de reprise après ce genre de stress, voir quel est le rendement de l'année suivante, le comportement, l'expression de carence, etc. Bon, quelques cépages, le Malpais s'en sort pas très bien, voilà, par exemple. Oui, par exemple, j'ai la tête de Negret de Bagnères, mais il y en a d'autres aussi également. Voilà. Donc voilà, donc là ça c'est prévu sur 3 années de résultats dans cette phase d'expérimentation. Donc est prévu des restitutions évidemment quand les vins sont un peu matures aux vignerons intéressés de Marcillac. Et voilà, bon c'est un peu une illustration aussi de ce qui a été présenté par Nadine tout à l'heure, tout le processus de recherche, redécouverte, mise en conservatoire, évaluation sanitaire, remise en grande parcelle, vinification et éventuellement inscription au catalogue pour permettre, si jamais ça prend, un développement. Et si ça prend pas, bon, il y a beaucoup de cépages qui sont réinscrits au catalogue et qui sont pas redéveloppés après. Mais au moins, c'est possible, une fois qu'ils sont inscrits, c'est un acte administratif, on les sort pas du catalogue et ça permet aux vignerons de les replanter sans problème administratif. Voilà, c'est déjà une chose. Oui, il y a des questions. Oui. Ah oui, bien sûr. Oui, là on parle uniquement de cépages traditionnels de Vitis vinifera qui sont cultivés depuis probablement pour la plupart des siècles, au moins dans la région, quoi. Voilà. On avait un caviste de Rodez, j'ai oublié son nom, qui nous avait fait une conférence il y a déjà pas mal de temps, et qui avait recherché dans les archives, qui avait montré que, je crois que c'était en 1901, il y avait 101 cépages répertoriés dans l'Aveyron. Oui, c'est Monsieur Falguer, hein, probablement. C'est Alain Falguer, oui. C'était sûrement un des départements, sinon le département français qui avait le plus connu de cépages. Il y a eu beaucoup de cépages, ça c'est oui, clairement. Il y avait un gros vignoble aussi, hein, puisque là aujourd'hui il est réduit à des miettes. Hein, par rapport à, je dirais, j'avais trouvé le chiffre de 30 000 hectares, je crois, dans l'Aveyron. C'est possible, oui. Je ne sais plus si c'est 3 000 ou 5 000 hectares. Voilà. Et en tout, dans l'Aveyron, avant le phylloxéra, hein,
oui, je crois que j'avais bien trouvé 30 000 hectares. Donc oui, c'est un vignoble qui a été au carrefour de plusieurs influences. Et ça, on le voit dans les vieilles parcelles, c'est assez extraordinaire. Les vieilles parcelles dont parle Michel, par exemple, où on a trouvé des vignes franches de pied, bon, ben, dans ces parcelles, effectivement, des collines de schistes dégradés, sableux, etc., on a plein de vagues de plantations. C'est-à-dire, c'est des parcelles familiales qui ont été constamment complantées. Quand il y avait un trou, ben, on mettait quelque chose. Ah, donc, on a les premiers cépages, des grosses souches énormes, franches de pied, souvent. C'est les cépages aveyronnais. On a pu voir des gros mouissagues, on a pu voir du gros tarabassier, des fers, beaucoup de fer. Ah, et ça, bon, on est sur l'encépagement classique aveyronnais, c'est les souches les plus anciennes. Ensuite, on a une vague de cépages méditerranéens. On a trouvé quelques pieds de Carignan. On a trouvé ensuite des pieds de Grand Noir de la Calmette et d'Alicante Boucher, qui étaient très anciens, donc 19e siècle. On a trouvé des pieds d'Aramon. Il y a eu une vague comme ça. Ensuite, il y a eu la vague des hybrides. Alors les hybrides, alors là on passe les années 1880 et là on commence à trouver les Plantettes, les Chamboursins, les Villars Noirs, Villars Blancs, etc. Rayons d'Or, qui sont des hybrides qui ont été créés après le phylloxéra. Et puis ensuite, dans les souches les plus jeunes, parce que c'est des vignes familiales qui continuent à être complantées, on a la mode des cépages internationaux. On trouve des Cabernet Sauvignon, on a trouvé des Syrah, des Sauvignons, des Cabernet Francs. Et ça c'est beaucoup plus récent. Donc, qu'est-ce qu'on trouvera après? Je ne sais pas. On en est là pour l'instant. Mais alors, on observe dans ces parcelles vraiment des vagues. C'est assez instructif. Bah, du coup, à l'échelle du département, c'est un petit peu ce qui a dû se produire. D'où un petit peu les carrefours. Oui, j'ai oublié de dire qu'on trouve aussi des cépages régionaux, mais extra-aveyronnais. Du Mozac, on a trouvé quelques pieds de Duras, on a trouvé du Casse-tête une fois ou deux. Donc, des cépages qui venaient un petit peu soit du bassin de la Garonne, soit des piémonts pyrénéens aussi. Voilà. Donc, ouais, c'est à l'image de l'Aveyron, effectivement. Il y a eu un grand brassage de cépages depuis assez longtemps, effectivement. Et dans les anciennes bibliographies, oui, c'est bien noté, avec parfois des noms mystérieux. On n'a pas retrouvé de trucs en face, quoi. Voilà, de souches en face. Voilà. Voilà. Alors voilà, non, mais ça je vais pas vous les décrire. Juste pour dire que les premières rencontres des cépages modestes, on était venu avec Michel pour présenter justement le travail de prospection, les travaux où on a été. Donc on est très content de montrer que ça continue à avancer. Voilà. Donc voilà, après on fait des fiches descriptives, on prend des photos, etc. Ce qui nous permettra après d'alimenter, éventuellement, si le besoin s'en fait sentir, un dossier d'inscription au catalogue, puisque voilà, vous voyez, ces cépages, ce fameux Valdiguier Pissaire. Pissaire, ça veut dire qui produit beaucoup probablement. Voilà, effectivement, il est capable de produire beaucoup avec des grosses baies, etc. Celui-là aussi un peu mystérieux. Pas sûr qu'il vienne vraiment de l'Aveyron. À ce jour, on l'affecte à l'Aveyron parce que les souches qui sont rentrées en collection venaient de l'Aveyron, mais il est mystérieux au niveau génétique. Bon, ce Négré du Tarn, très productif, très très productif. Voilà. Le Négral, sur lequel on basait un petit peu sur la foi de sa génétique, du fer croisé avec du prunelard, de cépages qualitatifs, etc. Bon, on a un bon espoir de sortir des choses intéressantes. Voilà. Bon, le Casse-tête, lui, qui est beaucoup plus connu, qui est inscrit au catalogue, qui est là pour plutôt en termes d'évaluation de son adaptation au vignoble aveyronnais. Voilà. Ce fameux gros Cabernet qui intéresse évidemment les Bordelais aussi, qui, s'il est inscrit au catalogue, ne s'appellera pas gros Cabernet. Parce que le nom de Cabernet, là aujourd'hui il faut arrêter l'inflation des Cabernets qui sont inscrits, c'est surtout les étrangers qui arrivent avec des hybrides qui s'appellent Cabernet machin, Merlot truc, ou Sauvignon bidule, ce qui est un peu une usurpation, enfin c'est la position française, c'est pas, je parle pas en mon nom, c'est un peu une usurpation de notoriété de cépages avec lesquels ils ont rien à voir, même si ils sont dans l'ascendance. Un descendant de Cabernet, ça peut ressembler un peu à un Cabernet ou pas du tout. Et en termes d'hybride, on est même complètement à côté, on n'est même plus dans la même espèce. Voilà, donc c'est un peu une exagération pour ce fameux prunelard, père de pas mal de variétés, fondateur d'une grande famille, et le patriarche, la référence aveyronnaise qu'est le fer. Voilà, bon là j'avais mis pour mémoire, c'est les résultats des analyses des bouteilles que vous dégusterez tout à l'heure. Voilà. On n'a pas vu de parcelle homogène, ça fait 25 ans qu'on traverse des parcelles, on n'a pas vu une seule fois une parcelle avec un seul cépage, donc c'était vraiment un grand mélange.
On ne peut pas dire ça, je ne sais pas. Oui, parce que de toute manière, les vignes qui restent, c'est des vignes familiales, donc ça a plus ou moins été complanté. Donc on côtoie dans la même vigne des plants qui ont été remplacés, qui sont des plants greffés, et puis il reste quelques souches de franches de pied. Mais ça on le trouve dans les sols granitiques sableux. Et donc, si on a un effort à faire pour les prospections futures, c'est vraisemblablement là qu'il faut qu'on se dirige, avant qu'il soit trop tard. Parce que dans ces sols-là, non seulement le phylloxéra ne se propage pas, ne fait pas de dégâts, ou très peu, mais en plus de ça, on a une faible progression du cournoué. Oui, donc je disais que non seulement le phylloxéra ne se déplace pas dans ces sols-là, mais en plus de ça, les nématodes qui transmettent le cournoué non plus, ou en tout cas très mal. Donc du coup, on a à la fois une préservation par rapport à cette transmission de virose dans ces sols qui sont de nature majoritairement sableuse. Voilà. Tout dépend du taux d'argile après qu'il y a, parce que plus il y a d'argile, plus après les problèmes arrivent. Voilà. Question. On a encore un bel exemple de ces travaux de longue haleine qui permettent véritablement de renouveler l'encépagement éventuellement. Vous vous rappelez par exemple que le vionnier, il y a 30 ans, il y en avait 2 hectares à Condrieu, à Châteaubriet. Du vionnier maintenant, il y en a partout. Les Parisiens boivent du vionnier du sud du Massif central, etc. Ou du sud, donc, du sud de l'Équateur même des fois. Le cépage modeste d'aujourd'hui peut très bien être un cépage international de demain. Ça, c'est absolument... Et c'est grâce à des travaux de ce genre-là que c'est possible. Donc, vraiment bravo pour tout ce travail. Olivier, tu restes là pour le Négret ? Pour le plaisir. Oui, non, mais c'est sûr qu'on en parlera tout à l'heure. Quand on ne fait pas ça pour le plaisir, c'est plus compliqué. Alors, en présenté comme ça, on a l'impression qu'on fait que des balades, des travaux super étonnants. Moi, je tiens à vous rassurer, je fais plein de trucs chiants, toute l'année, plein de choses vraiment répétitives, qui sont lourdes, qui prennent beaucoup de temps, etc. Mais c'est vrai que les prospections dans les vieilles parcelles, c'est génial, c'est génial. Voilà, surtout quand on a la chance d'être accompagné par nos collègues et amis, Jean-Michel Boursicot, Thierry Lacombe, Louis Bordenave de l'INRA de Bordeaux, on peut pas citer tout le monde, Taran aussi qui prospecte pas mal. Voilà, enfin c'est non seulement on s'entend bien entre ampélographes, c'est plutôt mieux, il y en a pas beaucoup, il vaut mieux que ça s'entende bien. Mais après c'est vrai qu'on visite des endroits magnifiques, des beaux paysages, on voit des cépages, on s'interroge sur des trucs, on est à 4 autour d'une souche en se demandant bon voilà, c'est plutôt des bons moments, il n'y a rien à dire, quoi. Voilà.